Mesdames, Messieurs, soyez le bienvenus. Nous avons l'immense plaisir aujourd'hui de recevoir notre chère amie, Madame Dominique Manotti. Madame Dominique Manotti, écrivaine, nous souhaitons évoquer avec elle l'histoire des crimes racistes en France, surtout après les incidents, les émeutes qui ont suivi l'assassinat de Naël. Madame Dominique Manotti, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. C'est un honneur pour ma personne, c'est un honneur aussi pour notre équipe qui gère la plateforme d'information internationale associative. C'est à vous, Madame Manotti. Ah mais, très bien, écoutez, je suis très contente aussi de pouvoir discuter avec vous. Je ne suis pas à proprement parler historienne de l'ensemble des crimes racistes en France. J'ai particulièrement travaillé pour faire un roman sur la poussée, la flambée de crimes racistes qui a commencé à Marseille en août-septembre 73 et qui s'est étendu ensuite à toute la France. Donc, c'est essentiellement autour de ça qu'on peut discuter. Quels sont les problèmes, quels sont les angles d'attaque, si vous voulez, qui vous intéressent particulièrement? Qu'est-ce qui vous J'aimerais savoir, en tant qu'intellectuel, je ne demande pas le constat historique ou quelque Oui. chose, comment vous voyez la situation? Parce que vous n'avez jamais cessé d'évoquer cette notion de déni qui donne l'immunité à la société française en disant que la société française n'est pas raciste parce qu'elle est animée par l'émanation de cette notion, le déni. Est-ce que vous ne voyez pas que la situation est critique, la situation est sur le bord d'éclatement avec l'assassinat de Naël, avec les attaques aussi contre les musulmans, les juifs, les immigrés, etc. La situation est critique avec la montée de l'extrême droite, etc. Je vois que la société française face à la menace de dérive raciste. Écoutez, la situation est absolument dramatique. Là, je suis totalement d'accord avec vous. Le problème, si vous voulez, c'est que le racisme en France est enraciné depuis extrêmement longtemps. En France, on a, si vous voulez, continuellement un double langage. Continuellement. C'est-à-dire qu'il y a continuellement référence aux droits de l'homme, à ce qu'on appelle l'universalisme, qui est une notion absolument creuse, ronflante et creuse. Ça, c'est l'image que les Français se font d'eux-mêmes. Et puis, il y a la réalité, c'est-à-dire ce que la grande majorité des Français, ce que dans la masse de la population française, on fait. Et là, c'est tout à fait autre chose. C'est pour ça, si vous voulez, que moi, j'écris des romans noirs, et les romans noirs sont bien adaptés à l'analyse de ce phénomène du racisme, parce que la clé du roman noir, c'est de raconter ce que les gens font et non pas ce qu'ils disent. Et ça, en France, il y a une énorme différence entre ce que l'on se dit à soi-même et ce que l'on fait. Or, si vous voulez, cette tradition raciste, elle est très ancienne. Contrairement à ce qu'on dit, elle est très ancienne. La France, par exemple, a été un des pays dans lesquels est vraiment né l'antisémitisme au XIXe siècle, bien avant l'Allemagne, bien avant l'Allemagne. Il y a la conquête coloniale qui est très importante dans la deuxième moitié du XIXe siècle, s'appuie comme justificatif idéologique très fortement sur l'idée des races inférieures et sur l'idée qu'on va apporter au Maghreb en particulier la civilisation. Oui. Ça, ce qui est une forme de racisme clair et net, oui, et qui est très enraciné à une époque où, en même temps, on défend le républicanisme,
on défend les droits de l'homme, on défend toute une série de choses comme ça, sans même avoir conscience de la contradiction totale entre les pratiques et le discours. Et il y a tout un discours sur le colonialisme qui dit on apporte l'école. Bon, on sait très bien que ce n'est pas vrai. Oui. Il a fallu attendre 58 en Algérie pour qu'on développe les écoles. 1958. Tout à fait à la fin, en espérant récupérer quelques petites choses. Bon, si vous voulez, c'est très... Voilà, c'est la culture du déni, effectivement. Et les Français, l'histoire de France a complètement oublié le rôle de la pensée des intellectuels français dans l'enracinement de l'antisémitisme en Europe, par exemple. Ce sont les intellectuels français qui sont cités par les Allemands au début du XXe siècle. Oui. Donc, si vous voulez, on a là une tradition très profonde. Et maintenant aussi, l'école française d'enracinement, de renforcement de l'islamophobie en Europe, Houellebecq, camarades, etc., hein, le modèle ça, si vous français. voulez, absolument, l'islamophobie a complètement remplacé, enfin, largement remplacé l'antisémitisme. Oui. Largement. Il reste de l'antisémitisme dans nos traditions et dans notre population. Mais dans l'ensemble, l'islamophobie a remplacé. Si vous voulez, l'horreur de la destruction du peuple juif en 40-45 fait qu'il est difficile de s'afficher antisémite. Oui, oui. C'est difficile. Mais oui. La notion, si vous voulez, de l'ennemi intérieur, la nécessité de l'ennemi intérieur pour arriver à se penser reste très très forte. Et bien sûr, c'est les musulmans qui ont, et majoritairement le Maghreb, oui. qui ont remplacé l'antisémitisme antérieur. La mécanique... Maintenant, le racisme est devenu en France un instrument de mobilisation électorale et politique. Comment vous expliquez ça aussi? Soit à droite, extrême droite, soit même à gauche. On ne peut pas oublier, par exemple, les réactions de Mitterrand juste après les émeutes des années 80. On ne peut pas oublier les réactions islamophobes, surtout racistes, d'Emmanuel Valls, mais le point de départ a été avec l'extrême droite. L'instrumentalisation politique du racisme, comment vous pouvez expliquer ça? Vous, les Français, qui nous a amené la démocratie, la civilisation chez nous, vous avez vécu la guerre en Algérie, hein, en éliminant des millions des martyrs au nom de la civilisation, de la démocratie. Vous êtes en train de construire votre République sur la haine, sur le mépris de l'autre, la création de peur de l'autre. Est-ce que ça n'a pas toujours été comme ça? Est-ce que, à votre avis, les colons français en Algérie n'étayaient pas leur présence, leur droit à la présence, leur droit à avoir saisi les terres sur le mépris du peuple algérien et sur le racisme à l'égard du peuple algérien? Ce qui a été nouveau, c'est qu'ils l'ont transmis, ils l'ont ramené en France. Ça a été nouveau, si vous voulez. Mais le racisme des colons, des pieds noirs, était très, très profond dès le départ. C'était la justification de leur présence. Oui. Oui. Donc, si vous voulez, c'est vraiment... là, on a affaire à la puissance de cette idéologie meurtrière, c'est son enracinement et son ancienneté. Oui. Et aussi, on essaie de justifier l'échec politique, économique et social sur des raisonnements racistes, soi-disant, les Arabes, surtout les musulmans, sont les responsables de tout. Hein.
je constate, il y a des racailles partout, dans tous les races, mais résumer tous les Arabes, tous les musulmans comme des racailles, je m'excuse, la généralisation raciale, raciste, c'est réfutable, c'est refusé. Comment vous expliquez aussi, ça veut dire l'échec, c'est les Arabes, les immigrés, les Algériens, les Marocains, les Tunisiens et tout, l'échec de gouvernance politique, etc. Comment vous expliquez ça aussi? On recherche toujours un bout, un responsable, un victime pour accrocher notre échec. Oui, oui, on a besoin d'un responsable sur lequel faire. Si vous voulez, ce qu'il faut bien voir, c'est que la société française est dans une phase dont je ne sais pas du tout vers quoi elle nous mène, ça c'est clair, mais elle est dans une phase très difficile. C'est-à-dire que l'empire colonial s'est effondré et je crois qu'il faut revenir un tout petit peu aux conditions d'effondrement de l'empire colonial. C'est-à-dire que ce qui s'est joué, qui est vraiment, si vous voulez, la gauche, alors la gauche qui a été dans la période de l'antisémitisme, franchement, combattante contre l'antisémitisme et avec quelquefois de grandes victoires, et on peut dire qu'elle a réussi un certain nombre de choses dans la bagarre contre l'antisémitisme. Bien. Mais sur la question coloniale, il y a un soutien de la question coloniale, de la colonisation, de la création de l'Empire, dès la Troisième République, dès la fin du XIXe siècle. La gauche ne se démarque pas sur cette question. Et ensuite, si vous voulez, le tournant essentiel, le tournant vraiment essentiel pour la gauche, c'est la guerre d'Algérie. Oui, oui. À la guerre d'Algérie, si vous voulez, faut quand même pas oublier que les pouvoirs spéciaux, il faut pas oublier 1956. En 1956, du côté français, il y a une campagne de toute la gauche unie sur l'idée qu'il faut faire la paix en Algérie. La question, il faut faire attention, la question de l'indépendance n'est pas posée. Ce qui est posé, c'est la question de la paix. Et il y a un vote majoritaire dans la population française, nettement majoritaire, qui vote pour la paix en Algérie, 56. C'est Guy Mollet qui arrive au pouvoir, les socialistes. Quelle va être la première mesure? C'est le vote des pouvoirs spéciaux à l'armée. Vous voyez? Oui. Vous voyez la catastrophe? Oui, oui. Est-ce que vous considérez que les médias aussi sont responsables lorsqu'on voit le discours qui passe dans certains médias dirigés par je m'excuse, des sympathisants de l'extrême droite, etc., hein, comme l'appel à la mobilisation pour soutenir à travers une cagnotte euh, l'agent responsable de l'assassinat de Naël, etc. Comment vous voyez la responsabilité? Quel degré de responsabilité pour les médias? Ah, les médias sont largement responsables, mais ce qu'il faut bien voir, c'est que si les médias sont, enfin, les médias sont responsables, mais si la presse de gauche est si faible qu'elle l'est à l'heure actuelle, il y a quand même quelques médias qu'on peut suivre de façon plus intéressante, mais s'il y a une faiblesse, c'est parce qu'il y a une faiblesse politique de la gauche. Je pense que, si vous voulez, les médias suivent en fait les rapports de force politique. Ce n'est pas eux qui les créent vraiment. Ils les suivent. Alors, ils les amplifient. On va dire ça comme ça. Ils les amplifient. Mais depuis très longtemps, si vous voulez, l'idée, c'est que à partir de ce vote de 56 sur les pouvoirs spéciaux à l'armée, à partir de ce moment-là, si vous voulez, il n'y a plus de justice indépendante en Algérie,
Il n'y a plus rien, c'est l'armée qui a tous les pouvoirs. C'est l'état d'exception, c'est l'état d'urgence qui a Oui, dominé pendant. oui, oui. Et c'est à partir de ce moment-là que la torture est utilisée de façon absolument généralisée, etc., etc. Bon. Quand vous êtes un grand parti politique, à l'époque, les sociodémocrates de la SFIO puis du PS et les communistes représentent des partis très importants en France. À partir du moment où ils ont voté cela, ils sont en quelque sorte tenus par leur propre engagement. Je veux dire, après, il y a tout un problème d'auto-justification. Et on va trouver ces choses ahurissantes qui sont au niveau de l'amnistie, par exemple, l'amnistie totale votée par Mitterrand, décidée par Mitterrand en 81, qui va rétablir l'ensemble des généraux dans leur grade et leurs fonctions et leur carrière et leur solde. Oui. Oui. Donc, vous voyez le mécanisme d'auto-justification. Oui. Oui. Et la gauche, franchement, la gauche n'a Surtout pas... le Parti socialiste, je pense. Surtout le Parti socialiste qui a cohabité le Bien pouvoir, sûr, qui a exercé le pouvoir pendant. Hein. bien sûr, mais les pouvoirs spéciaux ont été votés aussi par le Parti communiste. Ah, d'accord. Aussi. Oui. Alors, après, il s'en est dissocié. Après, Oui. il s'en est dissocié. Il a justement donné la responsabilité totale aux socialistes. Mais il ne faut pas oublier qu'il les avait votés. Il les avait votés. Bon, moi, j'étais dans la culture plutôt communiste, mais je n'ai jamais adhéré au PC à cause de choses comme ça. Oui, tant mieux. Dominique Manotti, après des décennies de militantisme, d'engagement, de partage, de syndicalisme, est-ce que vous êtes pessimiste ou optimiste pour l'avenir de paix sociale en France? Je suis pessimiste. Je suis pessimiste, je pense qu'en 3 ou 4 ans, on n'aura pas le temps. Je pense qu'on va faire ce qu'on va pouvoir, mais voilà, je ne suis pas forcément optimiste. Ceci dit, je suis vieille et les vieux ne sont pas souvent optimistes. il faut l'être. Bon, la fameuse phrase de Gramsci, hein, pessimisme de la raison, optimisme de la volonté. Merci. Merci beaucoup, Dominique Manotti. Ça a été un honneur pour ma personne de vous recevoir, de discuter avec vous, d'apprendre beaucoup de votre expérience. J'espère vous recevoir prochainement en présentiel à Genève. Je vous souhaite la continuation. Est-ce que je peux vous dire juste une toute petite chose avant qu'on se... Même jusqu'à demain, c'est pas toujours qu'on a la possibilité de vous recevoir. Juste un tout petit peu sur les massacres de 73. Oui, bien sûr. Votre livre, s'il vous plaît. Oui. Qui ont été très, très forts. Oui. Oui, comment nous pouvons présenter votre livre, Marseille 1973? 13. 73, oui. 73, oui, 73. En Belgique et en Suisse. Absolument, 73. Oui. Là, ce que je voulais vous dire, si vous voulez, qu'il ne faut pas oublier sur cet épisode, qu'on a complètement rayé. Alors, l'épisode a été totalement rayé de l'histoire de France. Cette année, pour la première fois, on va faire une manifestation autour du cinquantenaire des massacres de 73, pour la première fois. C'était rayé de l'histoire. Et la deuxième chose qui est rayée de l'histoire et qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est qu'au moment des massacres, qui a réagi? Eh bien, c'est une organisation qui s'appelait le MTA, Mouvement des travailleurs algériens, arabe, pardon, oui. Mouvement des travailleurs arabes. Merci à monsieur oui. Excusez-moi, qui était créé à partir d'un comité de soutien à la Palestine et qui a, à l'époque, et ça c'est très très important, qui à l'époque a lancé un ordre de grève contre le massacre pour le retour pour l'arrêt des massacres, c'était le mot d'ordre, l'arrêt des massacres, à
appel à la grève à Marseille, à la grève des travailleurs immigrés. Et cet appel à la grève a été massivement suivi. C'est la seule fois où ça s'est passé. Le jour où il y a eu l'appel à la grève, le 1er septembre 1993, l'appel à la grève a été lancé dans les chantiers navals de La Ciotat. 1800 travailleurs immigrés dans les chantiers navals, 1800 grévistes. Les chantiers navals ont été obligés d'arrêter. C'est l'importance de la mobilisation. Oui, l'importance de la mobilisation, l'importance de la prise de conscience de l'action et du résultat de l'action. 3 jours après, ils ont appelé à une grève du département des Bouches-du-Rhône. Et ils ont eu 30 000 grévistes. Donc, vous voyez, et ça, c'est complètement gommé. De l'histoire. De l'histoire, complètement gommé. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Merci beaucoup. Grâce à des gens, grâce à des militants comme vous, la mémoire va rester intacte. Mille merci, Dominique. Mais c'est moi qui vous remercie. Manotti, tout bon pour vous, bonne continuation et à la prochaine rencontre. Merci. À la prochaine. Au revoir. Au revoir.